quand Nicolas, l'homme de pouvoir que j'aimais, m'a demandé d'abandonner nos enfants pour son empire de millions, mon cœur s'est brisé. Une trahison si froide, si calculatrice, face à ce petit test positif dans ma main. Il a choisi ses gratte-ciel plutôt que notre famille. Mais son arrogance lui a fait oublier une chose, le pouvoir de l'amour d'une mère. Il ne pouvait pas imaginer ce que je ferais ensuite pour mes filles, mes deux petites Léa et Manon. Leur rire allait bientôt le hanter. Ils regretteront leurs paroles et leurs actions. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. En tant que directeur d'une des plus grandes entreprises françaises, son nom était synonyme de pouvoir. Son image projetée dans les magazines de luxe, comme l'homme qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Il utilisait le succès comme une armure et, pendant des années, il avait cru que cette armure était impénétrable. Mais quand Valérie s'arrêta devant lui cette nuit-là, les mains tremblant légèrement, tandis qu'elle lui montrait le petit test en plastique qui affichait deux lignes inconfondables, il sentit que quelque chose se brisait sous la surface. Elle cherchait sur son visage de la chaleur, de la tranquillité, l'homme qu'elle avait autrefois cru aimer. Au lieu de cela, elle ne trouva que de l'acier. Ses yeux marrons, habituellement aiguisés par l'ambition, devinrent froids comme la pierre. Le silence s'étira de manière insupportable jusqu'à ce qu'il parle enfin d'une voix basse, mais impitoyable. « Ce n'est pas le bon moment. Tu vas t'en occuper demain. » Sans discussion. Valérie se recroquevilla comme si elle avait été frappée. Elle avait pensé que peut-être il serait surpris, voire agacé, mais au fond d'elle, elle avait espéré qu'il réfléchirait, que l'idée d'un enfant pourrait éveiller quelque chose de tendre en lui. Au lieu de cela, il traita la nouvelle comme rien de plus qu'un problème d'affaires qui devait être résolu rapidement et efficacement. Il ne lui demanda pas comment elle se sentait, ne s'assit pas avec elle dans le tourbillon de peur et d'incertitude. Il émit simplement un ordre, comme il le ferait avec un employé qui aurait commis une erreur coûteuse. Son regard était distant, presque ennuyé, et, à ce moment-là, Valérie réalisa la profondeur de l'abîme entre eux. Sa voix trembla tandis qu'elle tentait d'expliquer que ce n'était pas seulement un inconvénient, qu'il y avait de la vie qui grandissait en elle, qu'elle ne pouvait pas réduire son enfant à un problème. Elle le supplia de regarder au-delà de son empire, au-delà de l'image qu'il protégeait avec tant de soin, et de la voir elle, de les voir eux comme quelque chose qui valait plus que le contrôle. Mais chaque mot qu'elle prononçait se heurtait à un mur de silence et d'indifférence. La mâchoire de Nicolas se serra et il répéta « Demain ». Cette fois, plus aigu, plus cruel. Demain fut le dernier mot d'un homme habitué à être obéi. La discussion qui suivit brisa le peu qui restait de leur fragile relation. Les larmes de Valérie ne le touchèrent pas. Sa colère ne le fit pas vaciller. Elle l'accusa d'être un homme sans cœur, de se cacher derrière sa fortune, parce qu'il avait trop peur de ressentir. Il dédaigna ces accusations avec une froideur qui la glaça jusqu'aux os. Dans son esprit, il se protégeait, coupant les liens avant qu'il ne puisse le retenir, avant que la vulnérabilité de la paternité ne puisse démanteler l'empire qu'il avait tout sacrifié pour construire. Mais en agissant ainsi, il ne se rendait pas compte qu'il ne se protégeait pas du tout. Il se condamnait à une solitude qu'il ne reconnaîtrait que des années plus tard. Cette nuit-là, Valérie fit ses valises. Elle partit sans regarder en arrière, serrant la photo de l'échographie qu'elle avait faite ce même jour. Elle savait qu'il n'ouvrirait jamais son cœur, ni alors, ni quand cela comptait le plus. Elle quitta son Penthouse parisien, ses surfaces polies et ses fenêtres brillantes qui ne reflétaient rien d'autre que le vide, et entra dans un monde d'incertitude. Son cœur était brisé, mais il battait au rythme des petites vies qui grandissaient en elle, et elle jura qu'elle les protégerait coûte que coûte. Nicolas resta à la fenêtre bien après son départ, regardant les lumières de Paris qui s'étendaient à l'infini en contrebas. Il se dit qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'elle le remercierait un jour de les avoir tous deux sauvés d'un fardeau qu'aucun d'eux n'était prêt à porter. Il se servit un verre, convaincu d'avoir pris la décision rationnelle, la décision forte. Pourtant, quelque part au plus profond de lui, sous les couches d'orgueil et de certitude, une légère inquiétude s'agita. Il l'ignora, tout comme il ignora le message non ouvert qu'elle laissa, sans se rendre compte qu'en lui tournant le dos cette nuit-là,
il avait tourné le dos au seul avenir qui aurait pu le rendre complet. Le départ de Valérie ne fut pas la fuite dramatique d'une femme courant vers la liberté, mais plutôt le retrait silencieux et douloureux de quelqu'un qui avait été chassé d'une vie qu'elle croyait sienne. Paris lui parut plus froide tandis qu'elle marchait dans les rues avec sa valise, chaque lumière un rappel du monde qu'elle laissait derrière elle. Elle n'avait pas de plan, pas d'économie à proprement parler, pas de famille à qui se raccrocher. La seule chose qu'elle emportait avec elle était la photo granuleuse en noir et blanc de l'échographie, soigneusement pliée dans sa valise, preuve des vies qu'elle refusait de le laisser effacer. Chaque fois qu'elle la touchait, sa détermination s'endurcissait, même si la peur la saisissait à chaque pas qu'elle faisait loin de la forteresse de verre et d'acier de Nicolas. Dans les semaines qui suivirent, son monde se réduisit à la survie. Elle trouva une chambre à louer dans un quartier modeste à Chartres, avec des murs assez minces pour entendre les disputes et les pleurs des enfants des voisins, mais c'était tout ce qu'elle pouvait se permettre. Elle trouva du travail dans une petite épicerie de quartier, debout derrière la caisse enregistreuse pendant des heures chaque jour. Ses chevilles enflées palpitaient à mesure que la grossesse avançait. Les clients la regardaient rarement dans les yeux et quand ils le faisaient, c'était avec impatience plutôt qu'avec gentillesse. Pourtant, elle souriait quand elle le pouvait, car l'idée des deux petites vies qui grandissaient en elle lui donnait une force qu'elle ne connaissait pas. Elle se rappelait que chaque service qu'elle accomplissait, chaque euro qu'elle économisait, était une brique dans la fondation de la vie qu'elle construisait pour elle. La grossesse, cependant, fut impitoyable. Les nuits devinrent une bataille contre l'épuisement et la peur. Souvent, elle restait éveillée, regardant le plafond fissuré de sa chambre louée, se demandant comment elle pourrait payer le système de santé, comment elle achèterait des couches ou du lait en poudre, comment elle élèverait 2 enfants seuls. Parfois, dans les heures les plus sombres, son esprit revenait à Nicolas, à la chaleur qui avait autrefois existé entre eux, avant que l'ambition et l'orgueil n'aient remplacé l'amour. Elle se demandait s'il pensait jamais à elle, s'il regrettait la façon dont il l'avait rejetée, comme si elle n'était rien de plus qu'une erreur. Mais ensuite elle se souvenait de la finalité de sa voix, de la façon dont ses yeux s'étaient transformés en glace et elle connaissait la réponse. Elle ne pouvait pas dépendre de lui. Elle ne supplierait plus. À mesure que son ventre devenait plus lourd, elle devint le sujet des chuchotements dans le quartier. Certains la plaignaient, d'autres la jugeaient. Mais Valérie apprit à les ignorer. Elle marchait seule à ses rendez-vous médicaux, serrant son manteau autour d'elle, et écoutait attentivement tandis que le médecin expliquait les complications d'une grossesse gémellaire. Il y avait des risques et elle le savait, mais elle acquiesça fermement et dit au médecin qu'elle ferait tout ce qui serait nécessaire. Chaque fois que la sonde de l'échographie glissait sur son ventre et qu'elle voyait 2 battements de cœur clignoter, sa poitrine se remplissait d'un amour féroce qui noyait sa peur. C'étaient ses filles, sa raison de respirer, et elle supporterait n'importe quelle difficulté pour les amener en sécurité au monde. Quand arriva le jour de l'accouchement, ce fut le chaos. On l'emmena en courant à l'hôpital, son corps brisé par la douleur, ses mains agrippant les barres du lit jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La pièce se remplit de voix, des médecins donnant des instructions, des infirmières se déplaçant rapidement, le bip des machines emplissant l'air. La vue de Valérie se brouilla de larmes et d'épuisement, mais à travers le brouillard, elle entendit les cris, d'abord un, puis l'autre, perçant l'air de vie pure. On les plaça dans ses bras, de petits corps enveloppés dans des couvertures douces, leurs cheveux humides et foncés, leurs yeux clignant pour la première fois. Elle pleura en leur murmurant des promesses de les aimer assez pour les 2 parents, des promesses de ne jamais les laisser se sentir abandonnés. Elle les appela Léa et Manon, des noms qu'elle leur avait murmurés dans la tranquillité de sa chambre pendant des mois. Des noms qui porteraient désormais son espoir pour l'avenir. Les semaines qui suivirent furent un flou de nuits sans sommeil et de repas interminables. Valérie apprit à vivre par fragments, des moments de repos quand les filles fermaient enfin les yeux, des repas rapides qu'elle mangeait froids parce qu'il n'y avait pas le temps de les réchauffer. Son corps était douloureux, ses yeux brûlaient d'épuisement, mais elle trouvait de la joie dans les plus petits moments. Le premier rire de Léa, le regard curieux de Manon, la façon dont leurs petites mains s'enroulaient autour de son doigt. Ces moments étaient des trésors plus grands que tout ce que l'argent de Nicolas aurait pu acheter. Elle les voyait grandir avec émerveillement,
s'émerveillant de la façon dont leur personnalité commençait à émerger. Comme, même à un si jeune âge, elles se reflétaient l'une l'autre, mais restaient si distinctes. Il y avait des nuits où elle s'effondrait, accablée par le poids de tout, quand les factures s'accumulaient et que la peur de l'échec lui serrait la poitrine. Mais ensuite elle entendait la respiration douce de ses filles dans leur berceau et elle se relevait. L'amour lui donnait une force que la logique disait qu'elle ne devrait pas avoir. Elle apprit à étirer chaque euro, à accepter la gentillesse des étrangers quand elle se présentait, et à se battre pour ses filles d'une manière que Nicolas ne comprendrait jamais. Elle ne pensait plus à lui avec nostalgie, seulement avec une amertume qui devint lentement de l'indifférence. Il avait choisi son empire plutôt qu'elle et, ce faisant, il lui avait donné l'occasion de découvrir sa propre force. Ainsi, quand Léa et Manon eurent 2 ans, Valérie avait construit un monde fragile, mais réel autour d'elle. Ce n'était pas glamour, mais c'était rempli d'amour. Elle connaissait les comptines chanter doucement la nuit, la chaleur de ses bras et la constance de sa présence. Elle avait perdu tout ce dont elle croyait avoir besoin, mais en retour elle avait trouvé tout ce qui importait vraiment. Et bien qu'elle n'aurait pas pu l'imaginer alors, le destin tissait déjà une réunion cruelle et surprenante qui briserait le passé qu'elle s'était tant efforcée d'enterrer. Nicolas Vasconcelos ne s'était jamais permis de penser au passé, ou du moins c'est ce qu'il se disait à chaque fois qu'un souvenir indésirable tentait de refaire surface. Son empire exigeait de la concentration, sa réputation exigeait du sang-froid. Et il avait construit autour de lui des murs de routine et de succès, si soigneusement que personne dans son cercle ne pouvait voir les fissures. Pour le monde, il était l'homme qui avait tout. Un multimillionnaire d'un peu plus de 30 ans, impeccablement vêtu de costumes sur mesure de couleur marron clair, assis au bout de longues tables polies, où des hommes qui avaient le double de son âge pendaient à chacune de ses paroles. Il était impitoyable dans les négociations, impassible à la conclusion des affaires, admiré pour sa vision et craint pour sa précision. Cependant, aucune quantité de pouvoir ou d'acclamation ne pouvait faire taire complètement les ombres qui parfois se glissaient dans son esprit quand les nuits étaient longues et que le silence pesait trop fortement contre les murs de verre de son Penthouse parisien. Il avait enterré Valérie dans la partie de sa mémoire étiquetée erreur, se convainquant que ce qu'il lui avait exigé était nécessaire, voire sage. Il se dit qu'elle serait mieux sans lui, qu'elle n'aurait pas pu supporter le poids de son monde, et que couper les liens avait été un acte de clarté plutôt que de cruauté. Mais sous ces mensonges soigneusement construits, gisait la vérité qu'il refusait d'affronter. Il avait peur. Peur du changement, peur de la vulnérabilité, peur de permettre à l'amour de le faire tomber du piédestal qu'il avait sculpté dans la pierre. Il avait choisi son empire parce qu'il n'exigeait rien de plus que de l'ambition. Et en retour, il avait abandonné quelque chose qu'il ne comprit pas complètement avant qu'il ne soit trop tard. Les années passèrent dans un flou de contrats, d'entretien et d'expansion mondiale. Nicolas devint le visage du succès corporatif, l'exemple que les grandes écoles de commerce citaient, l'homme que les magazines appelaient le visionnaire d'acier. Cependant, malgré tous les éloges, il rentrait souvent chez lui avec le vide rongeur de quelqu'un qui avait échangé trop contre trop peu. Ses assistants chuchotaient sur ses longues heures, son refus de prendre des vacances, son obsession du contrôle, mais aucun n'osait le questionner en personne. Il continuait avec la confiance habituelle d'un homme qui n'avait jamais échoué. Mais au fond, il se demandait, pourquoi ses victoires ne se sentaient-elles plus comme des triomphes. L'image de Valérie s'immisçait parfois sans préavis. Il la voyait rire dans une vision fugace. Il sentait son absence comme une blessure qu'il ne pourrait jamais refermer. Il l'ignorait, se servait un autre verre, s'enterrait dans une autre affaire. Il n'avait pas lu son dernier message. Il ne l'admit jamais à personne. Mais la notification non ouverte était toujours sur son téléphone. Un rappel silencieux qu'il ne put jamais effacer. Il n'avait jamais regardé parce qu'au fond, il savait que ce qu'elle contenait pourrait le défaire, et il ne pouvait pas se permettre d'être défait. Le destin, cependant, ne respecte pas les murs que les hommes construisent autour d'eux. Un après-midi ordinaire, alors que Nicolas se déplaçait dans les couloirs scintillants d'un centre commercial entre 2 réunions, le passé le percuta d'une manière qui brisa tout. Il la vit elle d'abord, Valérie, ses cheveux blonds tombant doucement sur ses épaules, ses yeux.
bleu scrutant les magasins avec la concentration calme d'une mère qui garde ses enfants près d'elle. Pendant une fraction de seconde, il pensa que son esprit lui jouait des tours, une cruelle illusion conjurée par la culpabilité, mais ensuite il les vit, deux petites filles, identiques en chaque trait, avec des cheveux foncés qui brillaient sous les lumières du centre commercial, et des yeux du même ton exact que les siens. Elles tenaient les mains de Valérie pendant qu'elle les tirait vers un magasin de jouets, leur petite voix apportant le rire de l'innocence. Nicolas s'arrêta au milieu de son chemin, son corps figé, sa respiration douloureusement bloquée dans sa poitrine. Le monde autour de lui devint flou. Le brouhaha des acheteurs s'estompa jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien que la vue de ses deux petites filles. Ses jambes refusèrent de bouger. Son empire, sa richesse, sa force soigneusement cultivée ne signifiaient rien à cet instant, car il sut avec une certitude absolue ce qui le regardait. C'étaient ses filles. Valérie tourna la tête, puis ses yeux rencontrèrent les siens. Son regard. Elle n'y vit ni chaleur ni nostalgie, seulement un mur d'acier aussi impénétrable que celui qu'il avait autrefois utilisé contre elle. Elle rapprocha les petites filles, sa main agrippant les leurs avec une force protectrice. Nicolas voulut crier, réduire la distance, dire quelque chose, n'importe quoi, mais sa gorge se contracta et aucun son ne sortit. Il avait fait face à des conseils d'administration hostiles. Il avait négocié avec des hommes qui l'auraient ruiné sans ciller et il n'avait jamais vacillé. Pourtant, ici au milieu d'un centre commercial, confronté à la vérité qu'il avait refusé d'affronter, il resta paralysé. L'une des petites filles le regarda en passant. Ses grands yeux marrons le retinrent une fraction de seconde. Ce regard pénétra plus profondément que n'importe quelle accusation, car dans son innocente curiosité, il ne vit pas seulement lui-même, mais aussi tout ce qu'il avait perdu. La première fois qu'elles avaient ouvert les yeux, leur premier pas, leur premier mot, sa poitrine lui fit mal d'une culpabilité si aiguë qu'il pensa qu'il pourrait s'effondrer. Valérie se détourna, les guidant hors de vue, et ainsi le moment s'envola, mais Nicolas resta là, le cœur battant, la compréhension s'abattant sur lui, que les vies qu'il avait exigé d'être effacées, non seulement avaient survécu, mais avaient prospéré sans lui. Cette nuit-là, seul dans son pantouse parisien, Nicolas se servit un verre, mais il le laissa sans le toucher. Il s'assit en silence, regardant le message non ouvert sur son téléphone, celui qu'il avait ignoré des années auparavant. Maintenant, il savait ce qu'il contenait, même sans l'ouvrir. Il ne s'était pas seulement éloigné de Valérie. Il s'était éloigné d'elle deux vies, deux filles, toutes deux avec ses yeux, toutes deux des étrangères pour lui. Et pour la première fois de sa vie, le multimillionnaire, qui n'avait jamais connu la peur, se sentit complètement impuissant. Il réalisa que toutes ses victoires, toute sa richesse, tout son orgueil soigneusement protégé ne signifiaient rien face à ce qu'il avait perdu. Nicolas dormit à peine après cette rencontre au centre commercial. Il resta éveillé pendant les longues heures de la nuit, revivant chaque détail avec une intensité qui ressemblait à un châtiment. La vue de la main de Valérie, fermement entrelacée avec celle des deux petites filles, resta dans son esprit comme une photographie gravée dans sa mémoire. Il se souvenait de la courbe de leurs joues, de la façon dont leurs cheveux captaient la lumière et, surtout, de leurs yeux, du même marron foncé que les siens. Il ne pouvait échapper à la compréhension qu'il les avait niés avant même leur naissance. Et pourtant, elles étaient là, vivantes et vibrantes, marchant aux côtés de leur mère, comme si le monde n'avait jamais eu besoin de lui. Le poids de ce qu'il avait perdu l'opprima au point qu'il avait du mal à respirer. Dans les jours qui suivirent, Nicolas fonctionna en pilote automatique. Il assista à des réunions, fit des discours, signa des contrats pour plus d'argent que la plupart des hommes ne verraient de toute une vie, mais tout lui semblait vide. Ses cadres le louaient pour sa perspicacité, sa capacité à voir des opportunités que d'autres manquaient. Mais Nicolas savait que son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses petites filles. Chaque fois qu'il entendait des rires résonner dans les couloirs de son bureau, il imaginait leur voix à la place. Son empire soigneusement construit ne s'était jamais senti aussi insignifiant. Il avait toujours cru que la richesse pouvait l'isoler du regret, que les exploits pouvaient étouffer les fantômes qui pouvaient le hanter. Maintenant, il savait qu'il s'était trompé.
L'argent pouvait lui acheter n'importe quoi, sauf les années qu'il avait déjà perdues. Il commença à les chercher de petites manières, presque désespérées. Au début, il retourna au centre commercial sous prétexte de faire des courses, scrutant la foule dans l'espoir de pouvoir les revoir. Quand cela échoua, il demanda des faveurs. Il posa des questions discrètes, par l'intermédiaire de contacts discrets, utilisant le réseau qu'il avait toujours assuré de rester en tête de ses rivaux. Cela ne prit pas longtemps. En quelques jours, il avait une enveloppe sur son bureau remplie de photographies et de notes. Chaque détail de leur vie compilé en lignes de texte ordonnées. Valérie vivait dans un quartier modeste à Chartres, loin des gratte-ciel scintillants que Nicolas appelait foyer. Elle conduisait une vieille berline, qui semblait trop petite pour transporter 2 enfants confortablement, et travaillait à temps partiel dans une épicerie locale. Les jumelles, Léa et Manon, fréquentaient l'école maternelle du quartier. Le rapport les décrivait comme saines, heureuses et pleines d'énergie, et chaque photo en était la preuve. Nicolas s'assit dans son bureau, bien après que le bâtiment se fût vidé, regardant des images de ses filles, courant dans une cour, jouant avec des jouets, s'accrochant à leur mère avec une confiance inébranlable. La vue de Valérie le frappa plus fort. Elle ne ressemblait plus à la femme dont il se souvenait, vêtue de vêtements de marque et assise devant lui lors de dîners luxueux. Au lieu de cela, elle portait des vêtements simples, ses cheveux blonds, souvent attachés, son visage marqué de lignes d'épuisement qui témoignaient de nuits sans sommeil et d'une préoccupation constante. Cependant, il y avait une force dans ses yeux qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, ou peut-être une qu'il avait détruite, et qu'elle avait reconstruite sans lui. Elle avait élevé 2 enfants seuls, sans son argent, sans son soutien, sans même sa reconnaissance. Cette compréhension le défie. Malgré tout son pouvoir, toutes les salles de réunion qu'il dirigeait, c'est Valérie qui s'était avérée plus forte qu'il ne l'avait jamais été. La culpabilité le rongeait sans relâche. Il se rappela la façon froide dont il l'avait congédié, la cruauté de son ordre, l'arrogance qui l'avait convaincu qu'il était au-dessus des responsabilités de la paternité. Il l'avait fait taire, ignoré et était parti. Et ce faisant, il les avait abandonnés non seulement elle, mais elle. Maintenant, avec chaque image de Léa et Manon, il voyait tout ce qu'il avait perdu, leur premier sourire, leurs premiers mots, leurs premiers pas, tout était parti. Des moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. Non seulement il les avait perdus, mais il les avait jetés avant qu'elle n'ait eu la chance d'exister. Finalement, il ne put plus supporter la distance. Une nuit, il conduisit jusqu'au quartier où elle vivait, garant sa voiture chère, plusieurs maisons plus bas, pour ne pas attirer l'attention. Des ombres, il observa comment Valérie ramenait les courses à la maison, les jumelles sautillant autour d'elle, leur rire résonnant dans la rue tranquille. Le son le transperça plus profondément que toute critique qu'il avait jamais reçue. Il serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Chaque parcelle de lui criait de sortir, de l'appeler, de s'agenouiller devant ses petites filles et de leur dire la vérité. Cependant, la peur le maintint en place. La même peur qui l'avait autrefois poussé à exiger l'impensable, le retenait maintenant de la seule chose qu'il désirait le plus. Il resta là jusqu'à ce que les lumières de la maison s'éteignent et que le quartier s'apaise. Son cœur lui faisait mal à chaque instant qu'il repoussait, chaque seconde qui lui échappait des doigts. Mais tandis qu'il rentrait en voiture à Paris, les visages de Léa et Manon le hantaient, refusant de s'estomper. Il réalisa alors qu'il ne pouvait plus se cacher derrière des excuses ou l'orgueil. L'empire qu'il avait construit lui semblait soudain fragile en comparaison du lien qu'il s'était refusé. La force de Valérie avait créé une vie sans lui, mais il ne resterait plus un étranger. Il ne pouvait pas défaire le passé, mais il pouvait se battre pour une place dans leur avenir. Et tandis qu'il entrait dans le garage vide de son Pantouse parisien, Nicolas murmura les noms qu'il avait appris de ce rapport. Léa, Manon, comme s'il les prononçait à voix haute pouvait l'ancrer à la promesse qui se formait dans son cœur. Il ne fuirait plus. Cette fois, il affronterait la tempête qu'il avait créée, peu importe à quel point cela le détruirait dans le processus. Lorsque Nicolas réunit enfin le courage de s'approcher de Valérie, ce ne fut pas l'entrée imposante d'un homme qui avait passé sa vie à être obéi.
Il n'arriva pas avec une suite ou un cadeau coûteux destiné à acheter le pardon. Il vint seul, debout sur les marches usées de sa modeste maison, son costume marron clair, fait sur mesure, déplacé dans le quartier tranquille de Chartres. Pour la première fois de sa vie d'adulte, ses mains tremblaient. Il frappa doucement à la porte, s'attendant presque à ce qu'elle ne réponde pas, priant presque pour qu'elle le fasse. Et quand la porte s'ouvrit, la voix le frappa plus fort que n'importe quel coup qu'il aurait pu recevoir. Valérie se tenait sur le pas de la porte, les cheveux attachés, ses yeux bleus vifs mais prudents, son corps légèrement penché devant les deux petites filles qui se cachaient derrière ses jambes. Léa tenait une poupée. Manon s'accrochait à la robe de sa mère, et leurs grands yeux marrons se fixèrent sur lui avec une curiosité innocente. Pendant un moment, les mots lui manquèrent. Il avait répété une douzaine de discours dans son esprit, des excuses bien rodées qui sonnaient presque nobles. Mais debout devant elle, il réalisa à quel point ces mots étaient vides. Le silence s'étira douloureusement jusqu'à ce que Valérie prenne la parole. Sa voix était ferme, avec une pointe d'acier. « Et qu'est-ce que tu veux, Nicolas ?» Ce n'était pas une question pleine de désir, mais plutôt une qui portait le poids d'années de trahison. Il déglutit, sentant sa gorge se serrer. « J'avais juste besoin de te voir, de les voir elles. » Il regarda les jumelles, le cœur serré, tandis qu'elles se rapprochaient de leur mère, ne sachant pas qui il était. La mâchoire de Valérie se serra, ses yeux se plissèrent. « Mais tu nous as déjà vus une fois au centre commercial. Tu n'avais pas besoin de venir ici. » Sa voix était tranchante, défensive, mais sous elle, il crut entendre le léger tremblement de vieilles blessures. Il secoua la tête lentement, se forçant à croiser son regard. Non, ce n'était pas suffisant. Je ne peux pas expliquer ce qui m'a fait, les voir, me rendre compte de ce que j'ai perdu, de ce que j'ai jeté. Je ne suis pas ici pour donner des excuses, Valérie. Je veux juste une chance de les connaître, d'être plus qu'un étranger dont elles ne se souviendront jamais. Ses yeux étincelèrent de colère. Elle se plaça complètement dans l'embrasure de la porte, bloquant maintenant la vue des filles. Mais tu ne décides pas ça maintenant. Pas après tout. Tu te souviens seulement de ce que tu m'as dit? Tu te souviens que tu m'as exigé de mettre fin à leur vie comme si elles étaient un inconvénient. Chaque mot le frappa comme un fouet et il inclina la tête, la honte parcourant son corps. Je m'en souviens, admit-il, sa voix rauque, et c'est le plus grand regret de ma vie. Je ne peux pas le défaire. Je ne peux pas effacer la cruauté de cette nuit-là. Mais je peux essayer de passer le reste de ma vie à m'assurer qu'elles sachent qu'elles sont désirées, qu'elles sont aimées. Je peux essayer d'être le père que j'aurais dû être dès le début. L'air entre eux devint lourd. Les mains de Valérie tremblèrent légèrement, mais sa voix resta ferme. Tu penses que le fait d'apparaître maintenant efface des années de silence? Tu n'étais pas là quand elles étaient malades, quand elles se réveillaient en hurlant la nuit, quand j'ai dû choisir entre payer le loyer ou acheter des médicaments. Tu n'étais pas là quand elles ont fait leur premier pas, quand elles ont appelé quelqu'un pour les tenir. J'étais seul. Tu ne peux pas débarquer ici et réécrire l'histoire juste parce que ta conscience t'a soudainement rattrapé. Nicolas sentit que ces mots le déchiraient, chacun un rappel de tout ce qu'il avait perdu et de tout ce qu'il n'avait pas été. Il voulut discuter, lui dire que maintenant cela pouvait être différent, mais il réalisa qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire pour effacer sa douleur. Au lieu de cela, il acquiesça lentement, sa voix tranquille, mais inébranlable. « Mais tu as raison. Je n'étais pas là et je ne me pardonnerai jamais pour ça. Je ne te demande pas de me pardonner à toi aussi. Je te demande juste de me laisser essayer, pas pour moi, pour elle. » Il y eut un long silence, brisé seulement par le faible son des filles qui chuchotaient l'une à l'autre derrière les jambes de leur mère. Finalement, Valérie se tourna légèrement. Ses yeux clignèrent vers elle avant de revenir vers les siens. « Si tu es sérieux à ce sujet, tu commences doucement. Tu ne peux pas débarquer soudainement et te faire passer pour un héros. Tu vas gagner chaque seconde de leur confiance. Et la première fois que tu la briseras, Nicolas, tu ne les reverras plus, jamais. » Sa voix trembla légèrement sur le dernier mot, mais sa détermination était claire.
La poitrine de Nicolas se serra, mais il acquiesça rapidement, presque désespérément. J'accepterai ce que tu me donneras. Je viendrai. Je resterai. Je me battrai pour elle. Peu importe le temps que cela prendra. Valérie l'étudia un instant de plus, comme si elle cherchait l'arrogance qu'il avait autrefois définie. Quand elle n'en trouva aucune, elle se déplaça suffisamment sur le côté pour qu'il puisse voir les jumelles plus clairement. Les yeux de Léa s'écarquillèrent tandis qu'elle chuchotait à sa sœur. « Et qui est-ce » Le front de Manon se plissa de curiosité, sa petite main toujours accrochée à la robe de Valérie. Le cœur de Nicolas se serra tandis qu'il murmura doucement. « Je suis quelqu'un qui veut vous connaître, si vous me le permettez. » Valérie ne répondit pas, mais elle ne ferma pas la porte non plus. Et pour Nicolas, ce petit geste lui sembla être la première fissure de lumière ouvrant la voie à travers des années d'obscurité. Tandis qu'il restait là, à regarder ses filles, pour la première fois, sans foule ni distance entre elles, il réalisa que ce n'était pas une négociation qu'il pouvait gagner avec du charme ou du pouvoir. C'était le combat de sa vie et la seule voie à suivre était avec humilité, patience et un amour qu'il avait autrefois eu trop peur de donner. Nicolas revint la semaine suivante, ne sachant pas si Valérie le lui permettrait vraiment, et chaque pas vers sa porte lui semblait marcher vers un jugement pour lequel il n'était pas préparé. Il avait conclu des fusions de milliards de dollars sans transpirer. Cependant, l'idée d'être rejeté par elle, lui opprimait douloureusement la poitrine. Quand la porte s'ouvrit enfin, Valérie était de nouveau là, son expression prudente, mais cette fois, elle ne le rejeta pas immédiatement. Elle le laissa debout maladroitement sur le perron jusqu'à ce que Léa et Manon apparaissent derrière elle, leurs petites mains agrippées à sa robe, tandis qu'elle le regardait avec un mélange de curiosité et de prudence. Valérie parla enfin, sa voix tranchante mais ferme. « Nous allons au jardin public. Tu peux venir, mais tu restes en arrière-plan, sans question, sans pression. » Nicolas accepta instantanément, presque trop rapidement, et les suivit à une distance prudente, tandis qu'elle marchait dans la rue tranquille de Chartres. Les jumelles s'élancèrent en riant et en montrant du doigt chaque chien qui passait ou chaque feuille qui voltigeait. Leur énergie était si illimitée qu'il se trouva à s'émerveiller de la façon dont Valérie suivait leur rythme sans effort. Elle semblait fatiguée, oui, mais aussi sereine, forte, d'une manière qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il réalisa avec une pointe de douleur qu'elle était devenue tout ce qu'il avait autrefois pensé qu'elle ne pouvait pas être. Non pas grâce à lui, mais malgré lui. Au jardin public, les filles coururent directement vers les balançoires, appelant leur mère pour qu'elle les pousse plus haut. Nicolas resta figé au bord de l'aire de jeu, se sentant comme un intrus dans une vie qui aurait toujours dû être la sienne à partager. Il hésita jusqu'à ce que Léa regarde par-dessus son épaule et croise son regard. Elle inclina la tête et après une pause, elle l'appela. « Tu veux nous pousser aussi ?» C'était une invitation si simple, dite avec la franchise innocente d'une enfant qui ne comprenait pas la gravité de ses mots. Nicolas sentit sa gorge se serrer tandis qu'il avançait, ses mains tremblant tandis qu'il poussait la balançoire avec précaution, terrorisé de commettre une erreur, terrorisé de briser la fragile confiance qui lui était offerte. Léa rit, un son éclatant qui transperça directement l'armure qu'il avait portée pendant des années. Et Manon exigea rapidement son tour. En quelques minutes, il les poussait toutes les deux. Son cœur gonflait à chaque cri de joie. Son esprit galopait avec la compréhension de tout ce qu'il avait déjà perdu. Valérie observait depuis un banc proche, sa posture rigide, ses yeux vifs comme pour le défier de vaciller. Mais tandis qu'elle regardait sa fille rire sous ses mains attentives, elle vit quelque chose qu'elle n'attendait pas, une tendresse dans son expression qui n'avait jamais existé auparavant. Il n'était pas l'homme froid et inflexible qu'elle avait laissé derrière elle. Il semblait maladroit, incertain, presque fragile, mais aussi totalement présent, d'une manière qui la surprit. Elle ne baissa pas sa garde, mais pour la première fois depuis des années, elle se demanda si peut-être il y avait plus dans son regret que de vaines paroles. Plus tard, ils s'assirent ensemble sur l'herbe pour un petit pique-nique que Valérie avait préparé. Nicolas était douloureusement conscient de son air déplacé, assis les jambes croisées sur le sol, avec ses vêtements coûteux, mais il s'obligea à rester immobile,
à écouter comment les filles bavardaient sur leurs jeux préférés et les histoires qu'elles aimaient avant de dormir. Il s'accrochait à chaque mot, gravant chaque détail dans sa mémoire, comme si c'était un trésor. Quand Manon s'appuya contre lui, sans s'en rendre compte, distraite par un biscuit dans sa main, Nicolas sent que tout son corps se figeait. C'était la première fois que l'une d'elles le touchait sans hésiter, et le poids de cela le défie presque. Il n'osa pas bouger, terrorisé qu'elle ne s'éloigne. Mais quand elle resta là, confortable et sans souci, quelque chose en lui s'ouvrit grand. Tandis que l'après-midi s'estompait, Valérie rassembla les filles et se leva pour partir. Nicolas se leva aussi, incertain s'il devait les suivre, craignant de s'immiscer. Mais Valérie le surprit en parlant doucement, presque à contre-cœur. « Tu peux nous raccompagner à la maison ?» Les mots étaient simples, mais pour Nicolas, ils avaient plus de signification que n'importe quel contrat qu'il avait signé. Il marcha à leur côté en silence, observant comment les filles sautillaient en avant, leur rire résonnant dans la rue. Valérie resta à proximité, sa présence, toujours un rappel qu'il était encore à l'épreuve, encore à prouver. Cependant, il y avait une lueur de quelque chose dans son regard qui n'avait pas été là auparavant. Pas de pardon, pas de confiance, mais peut-être la plus légère lueur de possibilité. Cette nuit-là, seul dans son pantouse parisien, Nicolas revécut chaque moment de la journée. Il pensa à la façon dont Léa avait regardé en arrière, au son du rire de Manon, tandis qu'il la poussait plus haut, au poids de son petit corps appuyé contre lui. Il pensa aux yeux vifs de Valérie, à sa voix ferme et au mur qu'elle maintenait toujours fermement en place. Il savait que ce n'était que le début, qu'il avait des années de dégâts à réparer et des cicatrices à guérir. Mais pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il avait trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre de toutes ses forces. Non pas un autre empire, non pas une victoire, mais bien la fragile opportunité d'être le père qu'il aurait dû être dès le début. Les semaines devinrent des mois et peu à peu Nicolas devint une présence dans la vie de ses filles. Plus seulement un étranger à la porte, mais une figure qu'elles commencèrent à attendre. Quelqu'un qui apparaissait au jardin public ou devant l'école maternelle avec une patience qui, même lui, le surprit. Il apprit à laisser de côté ses réunions ennuyeuses, à réorganiser les calendriers que ses assistants avaient autrefois gardés avec une précision de fer. Tout cela pour pouvoir être là, quand Léa et Manon brandissaient leurs dessins en l'air ou l'appelaient par son nom de leur voix brillante. Au début, elle l'appelait toujours Monsieur Nicolas, faisant écho à la façon dont Valérie l'avait présenté. Mais une nuit, Léa glissa et l'appela papa, sans s'en rendre compte, et le mot le frappa plus fort que tout éloge ou prix qu'il avait reçu. Il garda ce moment avec lui comme un trésor caché, le répétant en silence, quand les nuits devenaient longues et solitaires, comme si le mot lui-même avait le pouvoir de le maintenir en vie. Le changement en lui ne passa pas inaperçu. Ses collègues chuchotaient sur la façon dont le multimillionnaire, autrefois inébranlable, partait maintenant tôt des réunions, comment son acuité s'était adoucie en quelque chose de plus humain, comment son objectif était moins axé sur les marges bénéficiaires et plus sur les gens. Il ne s'en souciait pas. Pour la première fois de sa vie, il comprit que le succès mesuré en chiffres ne signifiait rien en comparaison de la joie de se faire demander de s'asseoir sur un tapis et d'aider à construire un château avec des blocs. Manon adorait lui tendre des pièces juste pour le voir maladroit avec elle, riant quand sa tour s'effondrait et l'applaudissant quand il essayait à nouveau. Léa, plus calme mais tout aussi têtue, se blottissait souvent à ses côtés avec un livre, insistant pour qu'il lise même quand il trébuchait sur des histoires qu'il n'avait jamais apprises enfant. Chaque moment lui semblait une leçon. Chaque rire, un cadeau, chaque toucher, un rappel de tout ce qu'il avait jeté. Valérie resta prudente, ses yeux toujours vigilants, sa confiance enfermée derrière des murs qu'elle avait construits pour se protéger, elle et ses filles. Nicolas ne la blâma jamais pour cela. Il comprit qu'il avait détruit quelque chose qui ne pouvait être reconstruit avec quelques gestes aimables ou une poignée de promesses. Il accepta ses règles sans discuter, venant quand elle le permettait, partant quand elle le lui demandait, sans exercer plus de pression qu'elle ne le permettait. Cependant, petit à petit, sa posture s'adoucit. Presque imperceptiblement, elle ne s'arrêtait plus les bras croisés au jardin public. Elle ne le renvoyait plus avec des mots secs quand il s'attardait trop à la porte.
parfois tard dans la nuit, quand les filles s'étaient endormies, il s'asseyait en silence à la table de sa cuisine, non pas comme des amants qui ravivent ce qui a été perdu, mais comme deux parents fatigués, connectés par le lien des enfants qu'ils avaient mis au monde. Ce fut au cours d'un de ces après-midi tranquilles que Valérie prononça finalement des mots qui blessèrent plus profondément que toute sa colère précédente. « As-tu la moindre idée ?» dit-elle doucement en regardant ses mains au lieu de lui. « De ce que ça faisait de les porter seuls ? D'entendre leur cœur battre en moi. Pendant que tu construisais des tours de cristal et d'acier. De m'asseoir dans un lit d'hôpital avec deux nouveau-nés et de savoir que l'homme qui aurait dû être là nous avait tourné le dos. » Sa voix trembla et la poitrine de Nicolas se serra d'une culpabilité si aiguë qu'il avait du mal à respirer. Il chercha des mots, mais ils ne vinrent pas. Seulement la vérité qu'aucune excuse ne pouvait justifier les décisions qu'il avait prises. Tout ce qu'il put murmurer fut « J'ai été un lâche. J'ai cru que la force signifiait te laisser en dehors. Maintenant, je vois que c'était de la faiblesse. Et si cela doit me prendre le reste de ma vie pour te le prouver à toi, à elle, alors c'est ce que je ferai. » Valérie ne répondit pas, mais son silence ne fut pas le même qu'un rejet. Elle l'étudia longtemps et, bien que son visage ne révélât rien, Nicolas crut voir la plus légère lueur de quelque chose qui changeait dans ses yeux. Non, pas encore de pardon. Mais peut-être la reconnaissance qu'il n'était plus le même homme qu'il avait autrefois détruite. Le tournant arriva un après-midi pluvieux quand Manon trébucha et s'écorcha le genou au jardin public. Son petit cri fit courir Nicolas avant qu'il ne réalise qu'il avait bougé. Et il s'agenouilla dans la boue, la prenant dans ses bras, avec des mains qui tremblaient pour autre chose que l'inquiétude. Il lui murmura des mots rassurants, la serrant contre lui comme si elle était faite de cristal. Et quand Valérie arriva quelques secondes plus tard, elle s'arrêta brusquement. Le voir rassurer sa fille avec une peur si crue dans les yeux, une tendresse si désespérée dans sa voix, était différent de tout ce qu'elle avait vu en lui auparavant. À ce moment, quelque chose en elle se brisa. Un morceau de l'armure qu'elle avait portée pendant des années s'écrasa contre sa volonté. Elle s'agenouilla à ses côtés, leurs mains se frottant tandis qu'ils consolaient la petite fille ensemble. Et pour la première fois, elle ne se détourna pas. Cette nuit-là, tandis qu'il quittait sa maison, Valérie l'accompagna à la porte. Elle resta là un long moment, le son de la pluie tombant doucement sur le toit avant qu'elle ne parle. « Tu n'es pas pardonné, mais tu es là et peut-être que c'est suffisant pour l'instant. » Nicolas sentit sa gorge tendue, ses yeux brûlants d'une émotion qu'il refusa de cacher. Il comprit que ce n'était pas la victoire, pas la rédemption, mais c'était quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer, une opportunité, aussi fragile soit-elle, d'appartenir. Tandis qu'il rentrait en voiture à Paris, les lumières de son empire brillant au loin, Nicolas réalisa qu'il ne se souciait plus de leur éclat. Pour la première fois, il sentit que le véritable centre de son monde ne se trouvait pas dans les salles de réunion ou les titres, mais bien dans le rire de deux petites filles et dans l'espoir prudent et tacite dans les yeux de leur mère. Il avait passé des années à construire des murs, mais maintenant, pour la première fois, il apprenait à les démolir brique par brique, tout cela pour la famille, qu'il avait autrefois été trop aveugle pour voir. Le printemps arriva avec une tranquille sensation de renouveau et avec elle vinrent des changements que Valérie ne pouvait plus ignorer. Les filles étaient plus grandes maintenant, curieuses et pleines d'énergie. Leur rire emplissait chaque recoin de la petite maison et Nicolas n'était plus une ombre maladroitement arrêtée au bord de leur vie. Il était là le matin, quand il le pouvait, apportant des viennoiseries que les filles dévoraient avant l'école maternelle. Et il était là l'après-midi, agenouillé sur le sol en manches de chemise, tandis que Léa et Manon insistaient pour qu'ils jouent un autre tour de leur jeu de société préféré. Il était devenu partie de leur rythme, non sans problème, non parfaitement, mais avec une persistance qui avait brisé ses murs. Jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle avait cessé d'attendre qu'ils disparaissent. Il était resté à travers la pluie et le froid, à travers les moments de méfiance et les nuits où elle lui fermait la porte au nez. Il était resté parce que, pour la première fois, il ne voulait rien d'autre que d'appartenir à quelque chose qu'il ne pouvait pas acheter. Une nuit, Valérie s'arrêta à la porte du salon en le regardant tandis qu'il était assis les jambes croisées sur le tapis, les deux filles appuyées contre lui, leur petite tête reposant sur sa poitrine. Il leur racontait une histoire, trébuchant sur les mots,
mais les faisant rire de toute façon, sa voix douce, d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. La vue la prit par surprise, lui coupant le souffle, car pendant un moment fugace, elle ne vit pas l'homme impitoyable qu'il avait autrefois brisé, mais bien un père qui avait appris à aimer, à travers les mêmes enfants qu'il avait autrefois rejetés. Quand les yeux de Léa se fermèrent et que Manon bâilla contre son épaule, Nicolas regarda Valérie et dans son regard il n'y avait ni arrogance ni exigence, seulement une supplication silencieuse d'acceptation. Plus tard, cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, ils s'assirent ensemble à la table de la cuisine. Valérie prépara du thé, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle posait la tasse devant lui. Le silence s'étira entre eux, rempli d'années de douleurs non exprimées, jusqu'à ce qu'elle le rompe enfin. « Tu penses parfois à ce que ça aurait été si tu étais resté ?» Sa voix était tranquille, mais ses yeux étaient vifs, le scrutant. Nicolas expira lentement. Ses mains se serrèrent autour de la tasse. « Tous les jours, admit-il, sa voix rauque, je pense aux nuits que j'ai manqué de les rassurer, aux matins où je n'ai jamais vu leur visage s'illuminer. Je pense à toi, à la force qu'il t'a fallu pour les élever seuls. Et je déteste l'homme que j'ai été. Je renoncerais à tout ce que j'ai, à chaque euro, à chaque affaire, si je pouvais changer ce seul choix, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est être là de la manière que tu me permets. » Les yeux de Valérie s'adoucirent, bien que les larmes y restassent. « Mais tu ne peux pas le défaire. Tu ne peux pas effacer la douleur. Mais je vois la façon dont elles te regardent maintenant, la façon dont elles attendent à la fenêtre quand tu arrives tard. Je vois la façon dont tu as changé, Nicolas. Et peut-être que nous pouvons cesser de vivre dans ce qui a été et commencer à essayer de construire quelque chose de nouveau. » Sa voix se brisa légèrement à la fin et Nicolas se pencha sur la table, sa main tremblant tandis qu'elle flottait au-dessus de la sienne, avant qu'elle ne le laisse enfin la toucher. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un pont fragile et réel, et pour lui, c'était suffisant. Les semaines qui suivirent apportèrent des changements petits, mais profonds. Valérie lui permit de récupérer les filles à l'école maternelle, de se joindre à elle pour les dîners familiaux, de s'asseoir à la tête d'une table qu'il avait autrefois perdue par choix. Il apprit à tresser leurs cheveux, ses grandes mains maladroites tandis que les jumelles riaient et le corrigeaient. Il brûla des crêpes les dimanches matins, remplissant la cuisine de fumée et de rire, et s'assit patiemment pendant leur goûter, écoutant attentivement chaque mot, comme si chacun était sacré. Plus il passait de temps avec elle, plus il réalisait que la vraie richesse ne se trouvait pas dans les gratte-ciels qu'ils possédaient, mais bien dans la chaleur de leur confiance, dans la sécurité de leur rire et dans l'affection prudente, mais indéniable, dans les yeux de Valérie. Une nuit, tandis que le crépuscule s'étendait dans le ciel, Nicolas s'arrêta dans le jardin avec Léa et Manon, leurs petites mains agrippées aux siennes, leurs petites voix l'installant, les poursuivant sur la pelouse. Valérie regardait depuis le perron, ses lèvres courbées en un léger sourire qui parlait de quelque chose qu'elle avait longtemps retenu, mais qu'elle ne pouvait plus nier. Il s'arrêta un instant pour la regarder et dans ce regard, il vit non seulement la femme qu'il avait perdue, mais la vie qu'il avait été trop aveugle pour embrasser. Alors il comprit que la rédemption ne consistait pas à effacer le passé, mais bien à choisir différemment chaque jour. Il s'agissait de se montrer, d'aimer sans peur, de démontrer par des actions ce que les mots ne pourraient jamais réparer. Cette nuit-là, quand les filles s'endormirent, Valérie murmura les mots qu'il avait tant désiré entendre, bien qu'ils ne vinssent pas comme une grande déclaration, mais plutôt comme quelque chose de tranquille et d'honnête. « Mais tu n'es pas l'homme que j'ai autrefois connu. Tu es meilleur maintenant et peut-être que c'est suffisant pour que nous essayions à nouveau. » Nicolas ferma les yeux. Sa poitrine se serra d'un mélange de soulagement et de gratitude, si accablant qu'il ne put parler. Il sentit seulement. Sa main rencontrant la sienne sous la table, leurs doigts s'entrelaçant, comme s'ils avaient attendu des années ce seul moment. Pour la première fois, Nicolas sentit que son empire n'était pas construit de cristal et d'acier, mais bien de chair et d'amour. Fragile, mais incassable à sa manière. Il avait tout perdu autrefois, mais le destin lui avait donné une seconde chance et cette fois, il ne la gâcherait pas. Tandis qu'il était assis là,
À entendre la respiration tranquille de ses filles dans la chambre à côté et la présence constante de Valérie à ses côtés, il comprit que c'était la seule victoire qui importait. Et pour la première fois de sa vie, Nicolas Vasconcelos, l'homme que le monde avait appelé inébranlable, sut enfin ce que signifiait être complet.